Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à votre émission Face à la rédaction. Une émission qui va s'épancher essentiellement aujourd'hui à la création de la zone de libre-échange continentale en Afrique. Pour aborder ces sujets, nous avons le réel honneur de recevoir pour vous le conseiller principal du chef de l'État en charge du commerce international, monsieur Désiré Mouala Bol Macob. Bonsoir monsieur le conseiller principal du chef de l'État. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. C'est vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux. Moi également. Chers téléspectateurs, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je serai accompagné de ma consoeur Daniela Ilunga, à qui j'ai dit également bonsoir. Bonsoir. Messieurs le conseiller principal, commençons cette émission. Lors d'une session extraordinaire de l'Union africaine tenue à Kigali au mois de mars 2018, le chef d'État et gouvernement présents à ces forums avait signé l'accord de la création d'une zone de libre-échange continentale en Afrique. D'après ces initiateurs, les buts ultimes de cette zone est de faciliter et intégrer le continent dans les échanges par la suppression des barrières douanières. Comment avez-vous accueilli cette décision de chef d'État africain? Je l'ai accueilli avec beaucoup de joie. D'abord, j'étais parmi les personnes qui ont pris part à ce sommet à Niamey, notamment le sommet qui a abouti à la mise en application de cet accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Je suis très content d'abord en tant que panafricaniste parce que c'était là l'aboutissement d'un vieux rêve, le rêve de père fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine, incarnée par Kwame Nkrumah, le Sagifo, comme la presse l'aimait souvent l'appeler. Et lorsqu'on a créé en 1963 l'Organisation de l'Unité africaine, le rêve c'était d'unifier l'Afrique. Et lorsqu'on parle de l'unité africaine, ça voudrait dire une unité économique, politique, ainsi de suite. Donc j'étais très content en tant que panafricaniste. Sa vision globale étant d'établir une union économique monétaire et panafricaine à l'horizon 2028 et d'aboutir à un marché commun africain en 2063. L'année marquant même le cinquantenaire de l'Union africaine. Croyez-vous que cette vision de libre-échange continental est matérialisable dans un continent qui manque de politique industrielle coordonnée? Non, vous ne pouvez pas dire que le continent manque de politique industrielle. Le continent est d'abord confronté à un problème majeur, c'est le problème de pauvreté. Et tout ce qui est fait, c'est d'amener, de conduire, si vous voulez, des politiques qui puissent permettre la transformation de matières premières en produits finis ou semi-finis de manière à faire de l'Afrique un continent industriel. Donc, il y a cet élément qui est très important. La politique ne manque pas, mais ce qui manque souvent, ce sont des moyens. Les Africains sont confrontés au problème de manque de capital, le problème de manque de technologie. Et il faut se dire le problème de savoir-faire qu'on appelle l'expérience, si vous voulez. Donc, la volonté se manifeste. Vous allez constater que l'Afrique est en train de bouger. Dans tous les forums qui se tiennent, les discours des différents chefs d'État, je prendrai en exemple notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait le tour du monde et partout il passe. Il parle de commerce, il parle d'investissement et il demande aux industriels de venir transformer les matières premières parce qu'il voudrait que la structure économique du pays puisse changer, que nous ne puissions plus demeurer un pays où on ne fait que extraire les minéraux et qui sont raffinés à l'étranger. Nous voulons que cette structure de monoculture minière se transforme en une économie industrielle diversifiée. Donc, il y a la volonté partout. Il y a la volonté partout. Puisque vous parlez des discours, le chef d'État tient des discours, est-ce que les actions
est-ce que la pratique suit aussi ces discours de chefs d'État africains, ou bien il reste seulement dans des discours sans rien matérialiser? Oui, d'abord il faut se dire une chose. Vous ne pouvez rien faire sans avoir pensé et dit. Le président a une pensée et il la transmet, il l'explique à la population à travers les discours. Et je vous dis que les actes sont en train de suivre. Je prendrai les 100 jours, les 100 premiers jours du président. Vous avez vu des sauts de moutons un peu partout. Vous avez vu des routes qui sont asphaltées. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Et depuis que le président a voyagé, il y a beaucoup d'annonces. Je pourrais dire des intentions manifestes des opérateurs économiques étrangers. Je pense notamment aux Japonais. Beaucoup d'industriels japonais ont annoncé de venir s'installer au Congo. Je pense à toutes ces aides qu'on nous accorde en Russie pour réhabiliter les chemins de fer. Je pense à l'argent que les Américains vont injecter dans notre économie. À travers la Goa, on reprendra sûrement la Goa. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a que les discours. Je constate que c'est un discours qui est suivi par des actions qui se concrétisent de plus en plus. Et puis, le président au pouvoir à peine, je crois, 10 mois. Oui. Ce n'est pas en 10 mois qu'on peut obtenir tout ça. Vous savez, il y a ce que nous appelons les pesanteurs. Là, il faut casser la glace pour que cela arrive. Et moi, je suis sûr que bientôt, ça va venir. Donc, nous verrons des usines qui vont surgir un peu partout. Nous allons revenir sur la République démocratique du Congo, les actions posées par le chef de l'État. Mais dites-nous, monsieur le conseiller, est-ce que la création de zones de libre-échange continentales vise aussi à mettre fin à l'extraversion de l'économie africaine, ou bien l'Afrique va toujours tendre la main à l'extérieur? Oui, lorsque vous parlez de l'extraction, je voudrais sous-entendre le fait que... Oui, je comprends l'extraversion, c'est le fait que 75% des échanges africains s'effectuent avec l'étranger. Donc l'Afrique ne commerce pas avec l'Afrique. Et le but, effectivement, de la zone de libre-échange continentale africaine est d'amener les continents, de décupler, de booster les échanges intra-africains. Donc, il y a d'abord, c'est vrai, un problème, parce que nous sommes un peu, en général, tous producteurs de matières premières, mais grâce à cette zone, beaucoup d'entreprises vont délocaliser leurs activités pour venir investir en Afrique, parce que importer, exporter en Afrique, ça va coûter plus cher que de produire localement. Pourquoi? Parce que quand vous exportez, il y a les droits de douane. Mais si vous produisez localement, à l'intérieur de l'Afrique, il y a ce que nous pouvons appeler des économies d'échelle. Donc, la baisse du coût d'entreprise. Donc, c'est une bonne chose. L'Afrique va casser assurément quand l'application de cet accord aura atteint sa vitesse de croisière. L'Afrique va casser avec l'extraversion. Nous verrons que notre cuivre sera raffiné localement. Nous verrons que tout ce que nous produisons comme produits agricoles, nous aurons donc des produits, comment je peux appeler des des produits transformés localement, des jus et tout ce que vous savez. Donc, effectivement. Monsieur Désiré, à ces jours, l'Afrique représente que 2,4% des exportations mondiales. Pensez-vous que cette zone permettra d'améliorer ses exportations? L'Afrique ne représente que 2,4%. Oui. Pourquoi? Parce que l'Afrique exporte que les matières premières. Et quand vous voyez, vous savez que les matières premières ont des cours qui fluctuent. Aujourd'hui, par exemple, le cuivre a baissé, le cobalt a baissé. Et vous allez apprendre que dans 2-3 mois, ça monte. Donc, cela fait que la part, comme l'Afrique n'exporte que matières premières, sa part dans le commerce mondial, dans le commerce international, baisse. Et je le dis que la ZELCAF, comme on l'appelle, la zone de libre-échange continentale africaine, va amener l'Afrique à s'industrialiser
dont l'Afrique va désormais exporter beaucoup de produits finis, des produits industriels que des matières premières. Donc, ça va être un changement radical dans la politique commerciale africaine. Ça va être un changement radical dans les tendances du développement de l'Afrique. Effectivement, parlons de changement radical que vous êtes en train de prôner. Nous sommes tous au courant qu'il existe déjà plusieurs organisations économiques en Afrique, comme la SADC et autres, qui n'ont pas réalisé grand-chose dans le monde. Vous pensez que en soutenant la zone de libre-échange, la République démocratique du Congo aura droit à bénéficier de beaucoup de biens? Non, il ne faut pas tellement conclure que toutes ces organisations n'ont pas produit grand-chose. Vous avez des organisations comme la CEDEAO, qui est une organisation qui a fait ses preuves, qui tend même vers l'instauration d'une monnaie unique. Je crois qu'ils ont même trouvé un nom l'écho. Donc c'est une organisation qui est mature, qui avance. Donc c'est pour dire que l'Afrique peut faire beaucoup de choses. Et cette zone, la ZLECAf, ça va aider l'Afrique à réduire effectivement le nombre de tous ces organismes sous-régionaux comme les CAC, SADC, ainsi de suite, puisque l'Afrique deviendra un seul marché. Et lorsqu'on a un seul marché, vous n'avez plus besoin d'avoir des sous-groupes. C'est un seul marché, c'est un grand boulevard où on peut exporter, on peut importer. La phase opérationnelle de cette zone a été lancée depuis 2019 et avec seulement 27 pays qui ont ratifié à cet accord. Quel sera l'avenir des autres pays qui n'ont pas ratifié cet accord sera opérationnel? Non, la zone reste ouverte à tous les États africains. C'est une zone pour l'Afrique. Je crois qu'on a donné aux autres un délai de 5-10 ans. Ils ont encore le temps de restructurer leurs économies. Il y a des gens qui ont des raisons pour ne pas l'avoir ratifié. Nous, par exemple, nous avions signé, c'était à Kigali, je crois, en 2017. Et dernièrement, le Conseil des ministres a décidé pour envoyer cet accord au Parlement au fin d'être ratifié. Donc, il y a beaucoup de ça dépend de chaque pays. Mais je suis sûr que d'ici là, dans 5-10 ans, la plupart des États. D'ailleurs, il y a déjà 54 États qui ont signé. Donc, signer, c'est le premier pas. Ratifier, c'est-à-dire qu'il faut que le Parlement entérine. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, s'il dépasse aussi les 10 ans qui ont été donnés non, d'abord, je ne peux pas répondre à une telle question parce que ça varie d'un pays à l'autre. Oui. Je vous ai expliqué chez nous pourquoi on n'a pas ratifié ça depuis 2017. Parce que nous étions en année électorale. Et vous savez que la rue, tout le monde était dans la rue, on ne voulait pas d'un troisième mandat de tel candidat ou tel autre. Donc il y avait l'actualité, l'évolution politique était telle que ça n'a pas laissé le temps libre au Parlement pour ratifier. Et de plus, d'après ce que j'ai appris, puisque je m'occupe de ces dossiers, eux ils pensaient que non, le Congo ne peut pas s'ouvrir au marché extérieur parce que ces structures économiques sont très fragiles, très faibles. Nous nous disons non. Nous disons oui et non, c'est vrai, on est faible, mais avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, comme je le disais tout à l'heure, les industriels qui exportaient vers l'Afrique vont venir s'implanter. Donc nous aurons le temps d'avoir des usines, nous aurons le temps de produire des produits, de produits manufacturés qui peuvent concurrencer les autres. Donc, et puis de 3, l'Afrique avance, l'Afrique évolue. Comment est-ce que le Congo, le cœur de l'Afrique, le pays revolver de Franc-Fanon, comment il peut rester à l'écart? Moi, je pense que le Congo, c'est un pays moteur. Vous avez le Congo, je prends les pays qui se trouvent sur le grand fleuve africain, l'Afrique du Sud, Zambèze, Nigeria, Niger, Égypte, Nil et le Congo. Donc, nous ne pouvons pas rester en marche. Si nous disons non, nous allons demeurer en autarcie, nous allons protéger notre secteur. Vous savez que la protection n'est pas toujours une bonne chose. Vous savez, quand vous allez à Kingabo, il y avait une usine, la LESA, je crois.
l'ESA avait le monopole. Mais où est la l'ESA aujourd'hui? La protection parfois ne produit pas les effets attendus, les avantages attendus. Donc ça est tout fait. La RDC doit s'ouvrir. Oui, c'est la concurrence qui est le moteur du progrès. Puisqu'on parle de la RDC, le projet de ratification de cet accord par le Parlement vient même d'être adopté au cours du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre 2019, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, d'après vous, quelles sont les opportunités que présente son appartenance à cette zone? Des opportunités que peuvent gagner la RDC? D'abord, je crois que ça répond à nos ambitions d'être une grande puissance. Et nous allons nous industrialiser. Il faut trouver les débouchés. Comment vous allez produire, vous n'avez pas les débouchés? Mais avec un marché commun, que moi j'appelle un boulevard commercial, mais vous produisez directement, vous vendez. Donc l'avantage, c'est que nous aurons plus de débouchés qu'avant. Et le second, c'est que nous n'aurons plus de contraintes, des barrières tarifaires, comme on dit, les droits de douane. Parce que quand vous exportez, les droits de douane, ça grève le prix. Oui. Donc seulement le prix, ça ne vous permet pas donc de réaliser. Le bénéfice se réduit. Mais lorsqu'il n'y en a pas, comme je le disais au début ici, le coût pour la production baissant, donc l'entreprise va gagner en rentabilité. Donc ça, c'est une chose très importante. Et puis, le Congo, c'est la puissance qui doit régenter l'Afrique. Donc ce marché-là, ça va être pour nous un moyen de réaliser nos ambitions. Il ne faut pas avoir peur. Les Congolais, nous sommes une puissance. La RDC ne doit pas avoir peur. Ces marchés vont permettre à la RDC d'avoir plus d'opportunités. Mais à ce stade actuel, puisque vous reconnaissez que les structures économiques ou l'édifice industriel congolais est faible, pourquoi ne pas attendre directement et la RDC veut s'engager? Attendre jusqu'où? Je vous ai dit que l'Afrique est en train de marcher. Vous allez attendre pendant que les autres marchent. Mais qu'on prépare notre industrie. Mais cela n'empêche pas que nous puissions nous préparer. Nous sommes dedans. Et puis, mais je vous ai dit que ce marché, vous l'avez bien dit, jusqu'en 63. Donc tout le monde a le temps de... Il faut d'abord ratifier, oui, pour répondre, comment je pourrais dire, à l'appel de l'Afrique. L'appel de l'Afrique, c'est quoi? L'Afrique doit être unie face aux autres blocs économiques. Vous avez l'Union européenne, vous avez le marché nord-américain qui regroupe le Mexique, les États-Unis et le Canada. En Amérique latine, il y a aussi un marché. L'Asie et l'ASEAN. Donc, l'Afrique ne peut pas rester attendre. Non, nous allons. Je sais qu'il y a des avantages et des désavantages, mais je crois qu'il y a plus d'avantages que des désavantages. Il y a des inconvénients. Il y a des avantages et des désavantages. Mais je vais vous lire une citation d'un chercheur français, un agroéconomiste, Jacques Berthelot, qui dit « Loin de favoriser l'intégration régionale du continent, la ZLECAf ne pourra que les désintégrer fortement en ouvrant largement le porte aux firmes multinationales qui sont déjà largement présentes dans la plupart des pays et qui concentreront leurs activités dans ceux qui sont le plus compétitifs en exportant vers les autres. » Quelle est votre réaction? D'abord, je voudrais dire une chose, que l'économie mondiale est dominée par les multinationales. Aujourd'hui, les États ont perdu le pouvoir qu'ils avaient hier. Les États volontaristes, on a trop peu. Aujourd'hui, c'est le marché qui domine. Et lorsqu'on parle du marché, ce sont les multinationales. Quand nous disons qu'il faut qu'on produise, nous allons faire appel. Nous attendons que les gens qui ont du capital, de la technologie, viennent investir chez nous. Alors, si vous devez commencer à dire non, ça c'est une multinationale qui vient par là, vous n'aurez personne. Puisque nous tendons vers la concentration. Donc, ce sont les entreprises multinationales qui ont pris le pouvoir. Les entreprises multinationales, parce que quand vous prenez par exemple Ford, on produit un chiffre d'affaires qui dépasse le produit intérieur brut de la Norvège. Donc, les multinationales, c'est devenu des monstres, excusez-moi, vous n'avez plus le moyen de les contrôler. Rappelez-vous que dans les années 70, l'ONU avait organisé même une assemblée générale tendant à contrôler les activités multinationales. L'ONU n'a pas pu.
Alors, les multinationales dominent le marché mondial. Vous allez dire, nous en Afrique, nous allons fermer les portes, ne va pas venir. Alors vous allez avoir une économie sclérose. Vous ne serez pas à la pointe de la technologie. Vous allez produire des produits de moindre qualité et vous allez perdre donc toutes les possibilités de développer. Mais alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que lorsque la RDC reste la main tendue à l'extérieur, ne pourra pas se développer? Elle doit tout d'abord préparer, produire au niveau intérieur et garantir ses produits, qu'ils soient des produits de qualité, et puis aller solliciter de l'aide. Que répondez-vous? Non, mais d'abord une chose. Le temps de l'autarcie est complètement révolu. Le temps où on fermait les frontières pour que les produits étrangers n'entrent pas, pour développer une industrie nationale dans tel ou tel secteur, ce temps est complètement révolu. Aujourd'hui, ce que l'on recherche, c'est l'intégration. Et je crois que l'Organisation mondiale du commerce, personne s'y oppose. Le but de l'Organisation mondiale du commerce, c'est d'unifier les marchés. Donc, on voudrait que le monde devienne un marché unique, qu'il n'y ait plus des barrières douanières ou tarifaires. Ça c'est l'objectif de l'OMC à long terme. Vous pouvez dire que c'est utopique. Mais nous, si vous voulez que nous puissions fermer les frontières pour développer d'abord, suivre le modèle occidental. Le modèle occidental, c'est quoi? Le développement commence par l'agriculture. L'agriculture dégage un surplus agricole qui est transformé. Et là, c'est l'industrialisation. Je crois que nous devons faire une enjambée. La technologie a évolué. Nous ne pouvons pas ne pas prendre la dernière technologie pour nous développer. Les marchés intérieurs, c'est vrai, nous allons les développer en mécanisant notamment notre agriculture. Nous allons développer le marché intérieur en facilitant à nos opérateurs économiques l'accès, si vous voulez, aux technologies, au savoir-faire. Ça, nous pouvons le faire et c'est ça que le gouvernement devra faire pour aider les opérateurs économiques, ce qui les aidera à grandir et donc à faire face à ce que vous craignez, à la concurrence extérieure. Oui. Mais cette concurrence dans le monde aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'occulter. Mais comment on peut faire développer le pays à travers l'agriculture lorsque le gouvernement alloue un budget très faible dans ces secteurs? Non, mais d'abord une chose, nous ne sommes plus au temps où le gouvernement était producteur. Aujourd'hui, ce sont les initiatives privées. L'État, son rôle, c'est des incitations. Le rôle de l'État, c'est de réglementer, de réguler ce marché-là. Le reste, c'est le secteur privé. Donc, le budget de l'État va aider les agriculteurs comment? Par les routes. Et vous avez vu que dans le budget qu'on a présenté, les routes, c'est un facteur clé. On ne peut pas développer le Congo en fermant, si vous voulez, sans investir dans la route, sans investir dans les rails, sans investir dans les rivières pour que les bateaux puissent circuler. Donc, l'État accompagne les opérateurs économiques. L'État leur accorde des facilités. Oui. Mais l'État qui produisait comme hier, non, cet État est complètement mort dans le monde entier. Cet État-là est complètement mort, mais beaucoup craignent les climats des affaires qui règnent en République démocratique du Congo. Beaucoup ne s'y fient pas à ces climats. Ça c'est vrai, mais nous sommes en train de réaliser un effort énorme. Le président ne cesse de taper sur la table. On a créé l'agence de lutte contre la corruption, n'est-ce pas? Oui. Pour arriver à ça. L'agent pour le changement de mentalité. Mais toutes ces agences, ça tend à quoi? À améliorer le climat des affaires. On est en train de tout faire, les réformes. On va entreprendre des réformes. Parce que c'est par les réformes que nous allons améliorer le climat des affaires. Je prends l'exemple du guichet unique pour l'exportation. Mais ça, c'est une réforme importante. Je prends au changement intervenu, par exemple, au niveau de l'ANAPI, où en 3 jours, vous pouvez obtenir votre licence. Alors que dans les temps, il y en a qui passaient même des années, sans espoir. Mais aujourd'hui, c'est 3 jours. Donc, nous sommes en train de tout faire. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui a aussi
autant inspiré la peur du gendarme que le nôtre. Ah oui, vous ne pouvez plus jouer. La zone de libre-échange continentale, bien sûr. La RDC, pour adhérer à ce marché, doit être compétitive et compétente sur terrain. Mais nous voyons déjà que nombreux de pays qui ont signé cet accord disposent des ports en eau profonde, pendant que notre pays est encore en train de se préparer dans cette phase. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est allé un peu beaucoup trop vite, qu'il fallait attendre? Madame, je vais vous dire d'abord une chose, pour vous dire que on ne lésine pas sur les moyens. Le président a pris une décision. Par exemple, la route Pont-Rail de Brazzaville ne sera construite que lorsque nous aurons le port en eau profonde de Banane. Donc c'est pour dire qu'on se prépare. Donc les gouvernements ne sacrifient pas les intérêts des populations. Parce que lorsque vous faites cette route-là, sans qu'on ait un port en eau profonde à Banane, ça voudrait dire que tout sera dédouané où ça? À Pointe-Noire. Et nous allons perdre beaucoup de choses. Nous allons perdre notamment des recettes. Et le Congo central qui vit énormément de ces ports-là, de Matadi, Boma, tout ça. Donc, c'est une province qui sera asphyxiée. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, nous ferons, comme on dit, d'une pierre deux coups. Nous sommes panafricanistes parce que nous acceptons que ces ponts-là soient jetés. Mais nous protégeons nos intérêts nationaux en disant que non, d'abord, nous devons construire ce port en eau profonde. Donc, je crois que les deux impératifs, national et africain, sont remplis. Monsieur Désiré, depuis plusieurs années, le budget de la République démocratique du Congo est alimenté en grande partie par les recettes douanières. Avec l'implantation ou encore notre ratification à la zone de libre-échange, ne pensez-vous pas que cette zone aura des effets négatifs sur le budget de l'État, alimenté en grande partie par les douanes? Oui, c'est vrai que notre budget est tributaire de ce qu'on appelle la fiscalité extérieure, mais on peut changer, on peut s'adapter. Je vais vous donner un exemple. Dans les années, je crois, 50, la plupart de recettes douanières provenaient de l'importation de la bière qui était produite à l'étranger. Lorsqu'on a implanté de brasseries localement, qu'est-ce qu'on a fait? On a instauré ce qu'on appelle le droit d'assises. Oui. Donc, et moi, je crois d'abord que, je ne dis pas qu'on va instaurer des droits d'assises partout, mais moi, je suis convaincu que les échanges vont amener les entreprises à réaliser des chiffres d'affaires de plus en plus importants, ce qui les aideront aussi, ce qui vont les amener à payer plus d'impôts qu'avant, en volume, je voudrais dire. Donc, quand les chiffres d'affaires augmentent, les impôts à payer aussi augmentent. Donc, il faut compter sur la croissance économique pour financer l'État. La croissance économique pour financer l'État, y a-t-il d'autres politiques qui vont permettre la balance de notre économie? La balance commerciale, vous voulez dire? Oui, aujourd'hui, nous avons un problème, effectivement, parce que nous importons beaucoup et nous exportons très peu. Je le disais que nous vivons, nos réserves de champs proviennent essentiellement de l'exportation de matières premières, notamment des minéraux. Mais c'est une situation qui va changer parce que ça ne sera plus les matières premières que nous allons exporter. Si les pays s'industrialisent, ça sera des produits finis. Donc au contraire, je crois que notre balance commerciale en ce moment va s'améliorer. Quand la croissance économique augmente, les taux de croissance augmentent. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les pays vendent plus. Parce que la croissance, c'est quoi? C'est l'ensemble des achats des ménages, des entreprises, de l'État, des importateurs, exportateurs. Alors, la croissance, ça voudrait dire que le volume de tous ces agents économiques augmente. Et moi, je suis sûr que quand les pays vont s'industrialiser, la balance des paiements va s'améliorer parce qu'il n'y aura plus d'exportation, non plus de minéraux, mais l'exportation de produits finis
qui ont une valeur ajoutée très élevée. Monsieur le conseiller, pensez-vous que l'industrialisation est la seule issue favorable pour notre pays à se développer, à connaître un accroissement? Il n'y a pas une autre politique à mettre en place à part l'industrialisation? Non, mais la politique qui était menée jusque-là, c'était la politique de la production de matières premières. Mais nous constatons que cette politique n'a pas donné les effets attendus. L'industrialisation a l'avantage, d'abord, d'accroître la mobilité, si vous voulez, de la population rurale vers les villes pour être utilisée dans les industries. Donc c'est déjà une bonne chose, alors qu'aujourd'hui, les populations rurales quittent les villages, viennent ici, ils tournent les pouces, il n'y a pas de travail, c'est le chômage, et nous arrivons au phénomène des enfants de rue, de colons, ainsi de suite. Donc l'industrialisation, je ne pense pas qu'en dehors de l'industrialisation, qu'il y ait un autre mode de développement moderne. Je ne pense pas. Donc il n'y a pas d'autre mode de développement. C'est absolument ce qu'il faut. Donc il faut l'industrialisation pour notre pays. L'industrialisation parce que ça augmente la valeur ajoutée, ça augmente le produit intérieur brut. Et puis la capacité d'emploi. Et alors, la signature de cet accord a eu lieu, de l'accord portant création de la zone de libre-échange économique a eu lieu l'année passée sous l'Ancien Régime. Est-ce qu'il cadre vraiment avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, où il a voulu seulement parachever la politique de son prédécesseur? Oui, mais quelle est la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État, d'abord, c'est de lutter contre la pauvreté. Parce que le Congolais est pauvre. Et cette pauvreté fait qu'il y a beaucoup, comment je pourrais dire, il y a beaucoup d'activités dont le rendement est faible à cause de cette pauvreté. Le pouvoir d'achat est très faible et ne permet pas aux populations de pouvoir acheter des biens et services pour que ceux qui les produisent augmentent la quantité. Alors d'abord c'est cet élément-là. Et comment on peut lutter contre la pauvreté? On peut lutter contre la pauvreté qu'en augmentant la production. Et lorsque nous disons augmenter la production, ça voudrait dire quoi? C'est l'échanger. Vous n'allez pas produire et garder, ou de l'autoconsommation. Donc la vision du chef de l'État est d'accroître le volume d'échange de biens et services. Et cet échange de biens et services ne doit pas se limiter au niveau domestique. Ça doit être aussi au niveau extérieur. La RDC donc, c'est pourquoi je dis qu'il n'y a aucune contradiction entre l'adhésion, la ratification désormais du pays, ou l'adhésion du pays à cette zone d'échange. Donc il n'y a pas une contradiction. Ça rejoint l'idée du chef de l'État, qui est une idée aussi panafricaniste. C'est-à-dire que nous sommes des Bantous. Vous voyez, dans les piliers du chef de l'État, il y a la bonne gouvernance, il y a l'homme, comme on dit à l'IDPS, du peuple d'abord, il y a la croissance économique, et il y a la construction d'une société solidaire qui est liée à nos coutumes. L'homme africain ne vit pas seul, il vit en groupe. Donc je voudrais dire que cette zone rejoint la pensée du chef de l'État. Cette zone rejoint la pensée du chef de l'État. Ça rejoint totalement. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que cette ouverture de la RDC avec le monde extérieur, avec la Russie et l'Asie, ne va pas mettre en mal la coopération de la RDC avec d'autres pays de l'Occident, tels que les États-Unis, qui ne sont pas en bonne intelligence avec le pays tels que la Russie et la Chine aussi dans le domaine commercial? Vous ne trouvez pas? Non, ce n'est pas notre problème si les puissances extérieures mènent leur lutte d'influence. Nous avons nos intérêts en nous. Et pour satisfaire ces intérêts, nous avons besoin de la coopération de tous bords. J'ai longuement bavardé, discuté, excusez-moi, avec feu président Etienne Tshisekedi. Il me disait toujours désiré, nous ferons appel aux capitaux du monde entier. Ça voudrait dire que nous ne devons pas seulement regarder d'un seul côté. Ceux qui manifestent la bonne volonté pour nous accompagner dans le développement, qui peut nous apporter du capital, de la technologie ou encore leur expérience
nous allons saisir leurs mains. Les luttes d'influence des puissances, ça le regarde. Nous, ce qui est essentiel, ce sont nos intérêts. Mais lorsqu'on apprend que les États-Unis appellent les pays africains à ne pas laisser la Russie investir dans le secteur du commerce et dans d'autres secteurs aussi, mais comment vous recevez une telle déclaration? Je ne peux pas interpréter la politique américaine, c'est pas pourquoi il dit ça, mais moi je vous dis que nous allons tenir compte de nos intérêts. Donc nous n'avons pas à nous occuper des appels à gauche, à droite. Quels sont nos intérêts? Est-ce que la Russie peut nous aider à réhabiliter notre rail? Ok, comme ils l'ont promis. Ils l'ont promis. Nous acceptons. Beaucoup trouvent que 500 millions de dollars promis par la Russie ne sont pas suffisants pour aider la RDC à construire ces rails. Qui vous a dit qu'il n'y a qu'un seul pays? Des observateurs. Non, je vous pose une question. Qui vous a dit qu'il n'y a qu'un seul pays qui va réhabiliter le rail? Mais le Congo, c'est un pays sous-continent. Oui, oui. Nous pouvons mettre les Américains au Katanga, les Russes pour construire dans le Kivu, ainsi de suite. Mais au niveau interne, quelle est la politique vraiment menée par l'État, à part les différentes coopérations qui sont menées au niveau extérieur? Au niveau interne, qu'est-ce que le gouvernement est en train réellement de faire? Bon, d'abord, il y a un plan de développement industriel. Il y a par exemple ce qui est annoncé, la création des zones économie spéciale. Ce sont des zones qui vont permettre aux investisseurs de pouvoir produire, exporter sans payer les frais. Donc ça, c'est une façon pour allécher vraiment, pour attirer les investisseurs qui veulent réellement venir investir au Congo. Les zones spéciales, vous savez, beaucoup de pays se sont développés grâce au développement de telles zones. Donc il y a ça. Et puis il y a toutes les facilités que, quand nous disons qu'on doit améliorer le climat des affaires, c'est pour attirer les investisseurs. Quand nous disons qu'il n'y a qu'un seul guichet unique, c'est pour faciliter les investisseurs. Quand nous disons qu'à l'ANAPI, c'est à peine 3 jours pour obtenir la licence, c'est pour faciliter l'investisseur. Donc il y a un plan de développement industriel pour le pays. Dans les temps, je sais que durant la Deuxième République, il y avait l'idée des 3 pôles de développement économique. Oui. Mais aujourd'hui, la politique veut que chaque région puisse avoir la chance, si vous voulez, de se développer. Personne ne peut pas dire non, on va concentrer tous les investissements à Kinshasa. Est-ce que ces plans-là marchent déjà, ou bien c'est en phase de préparation, d'élaboration? Mais le gouvernement, mon cher ami, venait d'être installé il y a à peine, je crois, 2 mois. Oui. Donc il faut attendre. Le gouvernement est en train d'apprêter son programme. Il n'y aura plus l'agglomération de toutes ces industries à Kinshasa, vous allez devoir les délocaliser vers d'autres points? Non, ça c'est pas au gouvernement à décider. En tant qu'expert en la non, ça c'est pas au gouvernement. Non, écoutez, nous ne disons pas que tout doit être concentré à Kinshasa. Mais vous savez que chaque province aujourd'hui peut faire appel à des investisseurs. Il y a des gouverneurs qui voyagent pour faire appel à des investisseurs pour venir chez eux. Vous prenez par exemple les Lualaba, vous voyez ce que le gouverneur du Lualaba fait. Légèrement, il a plus de chance que tous les autres. Il a trouvé une infrastructure industrielle qui existait avec Kamoto, parce que la Gécamine c'était le Lualaba, il ne faut pas oublier. L'essentiel, ce sont les 2 tiers de la production de la Gécamine provenait donc du Lualaba. Donc il a trouvé une infrastructure qui existait déjà, il travaille. Nous ne disons pas, nous n'orientons pas les investisseurs. On présente la carte des potentialités économiques du pays, oui. Et chaque investisseur choisit là où il veut s'établir. Que fait alors le gouvernement dans des régions qui sont frappées par la rébellion, qui sont secouées par plusieurs incursions de groupes armés? Comment vous présentez cette situation aux investisseurs? Non, mais là, il faut se dire qu'aucun investisseur n'ira. Il faut d'abord pacifier. Il faut pacifier la région. Comment voulez-vous que quelqu'un investir alors que le lendemain, aussitôt qu'il a monté l'usine, il y a une attaque? La priorité du président est que le pays
vivent en paix du nord au sud, de l'est à l'ouest. Monsieur le conseiller, nous acheminons presque, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Dites-nous, aujourd'hui, la RDC a ratifié déjà cet accord. Qu'est-ce que les Congolais peuvent bien attendre de cet accord? Les Congolais doivent se préparer à affronter ce marché, notamment les opérateurs économiques. Mais j'ai toujours dit que ce marché va booster la croissance. Et lorsque ce marché va booster la croissance, cela va se traduire par l'implantation des usines, la création des emplois, la distribution de revenus. Donc, il y aura assurément l'amélioration des conditions de vie. Donc, c'est une très bonne chose pour les Congolais, parce que ces conditions de vie seront améliorées. Il pourra produire davantage, parce qu'aujourd'hui, les Congolais vivent dans l'autoconsommation. Il pourra commercer et exporter davantage. Donc, les Congolais pourront bénéficier de beaucoup de choses, exporter et accroître leur économie. Et accroître aussi son économie, puisque la RDC vient de ratifier à l'accord de la zone des libre-échanges continentale. Alors, monsieur le conseiller principal du chef de l'État, aujourd'hui, nous avons un pays qui s'éveille être un pays de croissance, un pays développé, mais comment considérez-vous aujourd'hui son adhésion dans cette zone de libre-échange économique? Est-ce que cette zone pourra aussi concurrencer d'autres organisations mondiales telles que l'Union européenne, qui a aussi sa zone euro, qui commercialise ses produits aussi en Afrique? Oui, je disais au début que la création de la zone de libre-échange continentale africaine est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé en 1963 avec la création de l'Union de l'Organisation de l'Unité africaine. Et je dis que la concurrence avec les autres blocs a fait que plutôt que le continent était en retard, alors que les autres étaient en avant. Alors les Africains se sont ressaisis, parce que la mondialisation ne signifie pas que tout le monde doit marcher au même pas, mais la mondialisation signifie que les économies vont être, bien qu'elles soient intégrées, mais ce sont des économies qui sont concurrentielles. Et cela va aider donc l'Afrique à faire face aux autres blocs, notamment de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique. Donc il fallait cette union-là, parce que sans cette union, l'Afrique ne peut pas gagner. Pour gagner, il fallait, comme on dit, chez nous, l'union fait la force. Donc, il fallait se réunir pour arriver à constituer cette force économique qui va nous aider à faire face aux autres blocs. Mais les autres opérateurs congolais pensent que cette zone n'est pas profitable pour la République démocratique du Congo. Les opérateurs économiques pensent que cette zone n'est pas profitable pour la République démocratique du Congo, surtout qu'on n'a rien à mettre sur les marchés. Non, madame, pourquoi vous dites qu'on n'a rien à mettre sur le marché? À part les matières premières. Mais madame, comment vous pouvez dire ça? Nous disons, on parle de 2063. 2063. Aujourd'hui, nous sommes à 2019. Il reste combien d'années? Comment vous pouvez dire ça? Nous avons d'abord les moyens. Ça, c'est très important. Et nous sommes en train d'améliorer notre politique pour attirer les investissements, dont à moyen et à long terme, nous serons gagnants, assurément. Parce que nous allons mettre sur le marché les produits industriels. À moyen et à long terme, la RDC va être gagnant dans la zone des libre-échanges continentales en Afrique. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut retenir des enjeux et des opportunités de la RDC dans cette nouvelle zone des libre-échanges continentales à laquelle elle a adhéré? Je disais, les enjeux sont d'abord locaux et régionaux. Les enjeux locaux, c'est que nous devons travailler pour être concurrentiels, parce que l'ouverture, le marché unique, ça voudrait dire que c'est au plus offrant
les économistes par des avantages comparatifs. Donc, nos opérateurs économiques doivent travailler durement pour mettre sur le marché des produits qui peuvent aider les pays à concurrencer les autres. Alors, je disais que les enjeux sont régionaux parce que cela va aider la RDC à jouer son rôle de locomotive de l'économie africaine. Donc, c'est très important, c'est un accord qu'il fallait absolument signer et ratifier. La zone de libre-échange continentale en Afrique est un accord que le gouvernement congolais devrait impérativement signer. Voilà, là ce sont le mot de monsieur le conseiller principal du chef de l'État qui a répondu à nos questions dans cette émission face à la rédaction. Monsieur le conseiller principal du chef de l'État, nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Moi également. Merci aussi à Daniela Ilunga qui nous a aussi accompagnés dans cette émission. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission et à rester branché sur le programme d'Amen Télévision, la télé autrement.